Dans cet épisode, le photographe Régent nous raconte l'histoire étonnante autour d'une photo qui semble anodine, mais qui cache un récit qui la rend tout sauf banal. Poursuite, action, malfrats et dénouement inattendu. Cette histoire est digne des bons vieux films policiers des années 70. Un événement qui aurait pu avoir un tout autre dénouement. Je suis Rémi et vous écoutez Autour d'une photo, le balado. La photo que tu as décidé de nous parler dans l'épisode d'aujourd'hui est en lien avec l'époque où tu faisais de la patrouille. C'est quoi ça exactement de la patrouille quand tu es photoreporter? Bien, quand on est photographe, reporter, c'est d'écouter les fréquences sur un radio, récepteur, balayeur d'ondes, d'écouter les fréquences de la police, des pompiers, des ambulanciers, tous les services publics comme ça, pour être capable de trouver un événement, bien entendu, de fait divers, intéressant, quand on peut s'y rendre rapidement, à proximité, et qui a quand même une certaine importance. Là, on ne se déplace pas pour toutes sortes de banalités. Donc, tu faisais de la patrouille, tu ne faisais pas juste te promener, tu écoutais des scanners, c'est quoi? C'est ça, exactement. Les balayeurs d'ondes qu'on avait dans les autos, là, c'est selon ce que chaque photographe décidait d'avoir. Là, c'était assez frais parce qu'on était, à l'époque, comme je dis, toujours pigiste. Alors, j'avais 1, 2, 3 appareils, 3 radios différents sur 3 fréquences différentes. Après ça, la technologie a évolué. On a eu des radios qui pouvaient capter plusieurs fréquences en même temps pour chacun des radios. Et à ce moment-là, on avait ces récepteurs-là, je pouvais en avoir 3, 4 pour écouter en même temps les services de police de l'île de Montréal, les services de police de Laval, la Rive-Sud, la Sûreté du Québec, tout ce qui était autour de mon lieu de travail et qui me permettait de me rendre. On n'écoutait pas les fréquences de Québec quand on était à Montréal, c'était pas logique. Tu me dis que tu écoutais les ondes de police. Est-ce que tu écoutais également les ondes des ambulances, des pompiers, tout ça? Oui, tous les services publics. On pouvait même élargir ça, là. On a su à un certain moment qu'il y avait même de l'espionnage. On écoutait les ondes des autres médias qui se parlaient dans leur voiture. Alors là, c'est de pousser un peu, pousser le bouchon. Quand je suis arrivé dans les quotidiens, un exemple, le Montréal Matin, chaque voiture de reporter, mais même chaque voiture de photographe, était munie d'un radio émetteur-récepteur. Les gens vont dire un CB là, à l'époque, là, une radio onde courte, où on pouvait appeler au journal et le journal pouvait nous envoyer dans le véhicule nos assignations de travail. Il n'y avait pas de cellulaire à l'époque. Et quand les cellulaires sont apparus, ça prenait à peu près la moitié de l'espace du coffre arrière de l'auto. Alors, c'était pas des appareils qu'on mettait dans notre poche de veston. Là. Alors, on écoutait ça l'été ou l'hiver, là, selon les saisons. On roulait ou on roulait pas. Quand on était, un exemple, l'hiver, on roulait pas. À ce moment-là, on avait des lieux de stationnement. On stationnait pas sur la rue. Les points de rencontre, c'était bien entendu les commerces de café, de beignes. Là. Bon, vous donnez l'exemple, les Harveys de ce monde. Là, c'est là qui était mon point de rencontre, mais là, sur la rue dans l'ouest de Montréal, dans Atwater, où il y avait un stationnement assez intéressant. On stationnait, les policiers étaient stationnés là, les ambulanciers. C'était le lieu de ravitaillement pour le café pour être capable de passer la nuit. Parce que la patrouille, on la faisait, mais les policiers aussi étaient en patrouille, mais avec pas les mêmes centres d'intérêt. Donc là, devant le restaurant ou le café, il y avait plusieurs véhicules de photographes, de reporters, policiers, des fois même ambulanciers, avec plein d'autres corps de métier? Oui, c'est ça. Les gens qui passaient sur la rue pouvaient même des fois là, voir ce qui se passe là. Il y a un attroupement de beaucoup de voitures d'urgence. Bien entendu, les clignotants, les gyrophares n'étaient pas allumés. Alors, sauf que même des fois, les clients se plaignaient un peu parce que, je veux dire, eux arrivaient avec leur voiture privée, puis bon, il restait une place de stationnement. C'était tous des policiers partout. Je sais pas si je sais que ça marche des fois comme ça aujourd'hui encore dans certains commerces. Est-ce que les propriétaires ou les gérants souvent ils aiment ça quand il y a des policiers qui sont autour est-ce que c'était la même chose à l'époque? Absolument. Ben oui, ça donnait une présence policière. Il y avait toujours une voiture ou deux de police qui passaient chercher du café, chercher de la nourriture, leur lunch. Alors, il y avait une surveillance constante. Donc, quand vous étiez stationné près tu parles que c'était un Harvey, c'était un endroit stratégique, ça, pour faire de la patrouille ou pour attendre des calls? Ou... Bien, dans mon cas, oui, parce que moi, je couvrais tout le secteur ouest, sud-ouest et ouest de Montréal. C'est-à-dire que je couvrais le journal local du quartier, Saint-Henri, Côte-Saint-Paul, Villemort, Pointe-Saint-Charles, mais je couvrais aussi les hebdomadaires de La Chine, La Salle, Verdun, même Pointe-Claire. Alors, tout l'ouest de l'île, c'était ce que je pourrais... J'avais décidé que c'était mon territoire, je couvrais ça. Donc, la photo que tu as choisi de nous parler aujourd'hui, tu m'as dit que c'était au début des années 70, 1974. Oui, 74. Bon. Tu faisais de la patrouille dans ce temps-là. Qu'est-ce qui s'est passé exactement cette journée-là ou cette nuit-là, en fait, avec l'événement? Quand je dis qu'on écoutait les balayeurs d'ondes, c'est que j'écoutais mon secteur, l'ouest de l'île, mais les autres fréquences aussi fonctionnaient. Donc, j'entendais ce qui se passait au centre-ville de Montréal,
à l'est, au nord de la ville. Je ne traverserais pas la ville pour aller faire des photos dans le nord de Montréal parce que mes médias qui utilisaient mes photos étaient dans l'ouest de la ville. Sauf que là, c'était un événement qui est arrivé au centre-ville. C'était pas mon territoire, je ne devais pas me rendre dans ce secteur-là. L'événement en question est survenu dans une brasserie une brasserie bavaroise qui s'appelait le Vieux-Munich, située au centre-ville de Montréal. Alors, normalement, j'écoutais les ondes. J'entends qu'il y a un vol qui a eu lieu dans cette brasserie-là. Jusque-là, ça ne m'allume pas. Là. Je ne me rendrai certainement pas sur les lieux faire des photos. Ce n'est pas mon secteur. Sauf que dans les secondes, parce que c'est des secondes de ces événements-là, tout de suite après avoir entendu qu'il y avait un vol au Vieux-Munich, on ne qualifiait pas le vol. On n'expliquait pas c'était quoi le vol. Si ça avait été un vol à main armée, avec des armes, les malfaiteurs auraient eu des armes, on aurait dit qu'il y a eu un vol qualifié. Si on avait dit qu'il y a eu des coups de feu, là, ça aurait pris d'importance. Là, c'était un vol simple, on ne sait pas de quoi, mais qui a enclenché une poursuite policière. Là, ça m'intriguait un peu. Là. C'est ça qui était spécial, en fait. Oui, c'était la poursuite à partir d'un vol. Mais ils ont volé quoi? Quelque chose de vraiment, vraiment important? On ne le sait pas. Jusque-là, je n'ai pas à en faire partie. Je n'ai pas à surveiller l'événement en question, sauf que je me rends compte que la poursuite a emprunté l'autoroute Ville-Marie et se dirige vers l'ouest. Donc, ça devient un sujet intéressant pour mes médias que je couvre. Alors, j'embarque, je me suis dit, bon, ben, je vais me diriger là. Où je suis situé sur la Rottwater, je suis proche de l'entrée de l'accès à l'autoroute Ville-Marie. Alors, au moment où j'emprunte l'autoroute Ville-Marie, déjà, je suis dans le cortège des policiers qui sont partis à la poursuite des fuyards, les gens qui ont volé quelque chose au Vieux-Munich. Ça, c'était le soir ou la nuit? En pleine nuit. En pleine nuit. En pleine nuit. À ce moment-là, les fuyards, poursuivis vers les policiers, ont décidé d'emprunter l'autoroute des Caries et monter vers le nord. J'ai suivi avec tout le monde. Mon automobile étant muni d'un gyrophare, il y avait une certaine tolérance des policiers. Ils savaient qu'on faisait partie des médias officiels et ils nous ont laissé participer à la poursuite. Toi, tu avais des gyrophares sur ton véhicule? Oui, à ce moment-là, j'avais ce qu'on appelait un gyrophare fixe sur le toit de l'automobile. Par la suite, il y a eu, parce que les lois ont été modifiées. À l'époque, on va faire un petit aparté. À l'époque, ces gyrophares-là étaient allumés avec une couleur bleue. C'était une lumière bleue pour distinguer des lumières rouges de la police. La loi a été modifiée par après. Les policiers, comme plusieurs corps de police au travers, même les États-Unis, partout, ont utilisé le bleu, qui se voit mieux dans le brouillard et dans la neige, le bleu et le rouge. Donc, à partir de ce moment-là, on ne pouvait plus utiliser la lumière bleue. La lumière jaune étant souvent utilisée par la voirie, les remorques et tout ça, il restait à la lumière verte. C'est pas trop intéressant en pleine nuit d'avoir un gyrophare vert quand on traverse un feu rouge. En tout cas, je l'avoue aujourd'hui, on a traversé certains feux rouges pour suivre les policiers en avant et les policiers qui nous suivaient en arrière. C'est toujours une bonne raison. Toujours une bonne raison. Et quand la loi a été modifiée, ben là, j'avais lu la loi et tout, et là, j'ai fait des petites encartades. Là. À ce moment-là, j'ai muni mon automobile qui avait les phares de croisement qui alternaient gauche-droite, gauche-droite. C'était pas à ce moment-là spécifié dans la loi que c'était interdit. Alors, je l'ai fait pendant longtemps. Et à ce moment-là, peu de gens le savaient, mais le gyrophare qui était sur le toit de l'auto, je l'ai installé entre la grille de mon automobile et le radiateur, ce qui faisait que je pouvais quand même l'utiliser de façon un petit peu moins légale, mais personne ne le voyait parce que quand il était éteint, on ne le voyait pas. Donc là, vous êtes en pleine poursuite, vous êtes rendu sur des Caries. Oui, et là, je suis dans la poursuite, mais je suis dans on peut dire les véhicules de queue, là, les derniers. Quand on arrive sur le boulevard des Caries, à la hauteur, je ne sais pas, le Queen Mary, là, pour situer les gens qui connaissent le secteur, les policiers sont déjà en train d'encercler les voitures. Parce qu'au départ, je pensais qu'il y avait une voiture, il y en avait deux, une autotaxi avec 2 personnes à bord, on va le voir par la suite, et un auto Cadillac, un gros modèle, avec 5 ou 6 personnes à l'intérieur. Les policiers encerclent tout le tour des véhicules, les armes à la main, et ils sont en train de sortir un à un les suspects qui se trouvent à l'intérieur. Ça commence à être un événement plus sérieux qu'un vol simple du début. Donc, rendu sur place, il y a plusieurs policiers? Oui, parce qu'il y avait les policiers de départ de Montréal, la police de Montréal, et à ceux de la police de Montréal se sont joints les gens de la Sûreté du Québec qui, eux, leur territoire, c'est de patrouiller les autoroutes de Montréal. Il devait y avoir 10 à 12 policiers, 10 à 12 véhicules de police à 2 policiers par voiture. Ça commence à faire beaucoup de monde, toujours dans ma tête pour un vol simple. Qui semble être finalement un événement majeur. Oui, rendu là, les armes à la main, et on sort les individus. Il y avait des messieurs, il y avait des dames. On fouille les sacs à main, fouille les individus, fouille au corps. Et un à un, on les met sur le long du mur pour les isoler des autres. On sort tout le monde. Mais
À ce moment-là, on n'est pas dans l'époque d'aujourd'hui. Là. Il n'y a pas de périmètre comme tel de sécurité. Je suis à côté des policiers avec les armes à la main qui fouillent les gens. Il y avait un risque. Ça aurait pu dégénérer en... Si ça avait été des individus, on va l'apprendre à la fin, là, si ça avait été des individus vraiment du milieu criminel plus poussé, il aurait pu avoir une fin plus tragique. Là. Mais en même temps, n'importe quel malfaiteur peut quand même avoir des armes dans son véhicule, en dessous du banc, dans la vallée. Ça peut être dangereux. Oui. Tu me dis que ça ne se fait plus aujourd'hui, mais il y avait quand même une raison que les policiers pouvaient craindre d'arrêter un véhicule rempli de malfaiteurs en pleine nuit comme ça, en poursuite après un vol. Il aurait pu arriver quelque chose quand même. Là. Oui, et quand je dis aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, je ne suis pas certain que les médias pourraient être aussi proches d'un événement avec les policiers, les armes à la main. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui, les approches ne sont pas les mêmes pour dégainer une arme. Donc, qu'est-ce qui se passe par la suite? Bon, là, on sort tout le monde, mais je me rends compte que comme ce sont on peut dire monsieur, madame, tout le monde, ce n'est pas des brigands, ce n'est pas des voleurs, la scène vient de reprendre une atmosphère beaucoup plus calme. Les policiers ont resserré leurs armes. Personne n'est menotté. Personne n'est mis sur le long du mur. Personne n'est couché par terre. On fait tout simplement vider les automobiles. Et là, on commence pour parler. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé et tout? Et là, je vois les policiers se diriger vers l'autotaxi en avant du véhicule que je vous avais identifié, là, qui était un gros Cadillac, pour se rendre compte que ce qui avait été volé au Vieux-Munich, c'était une chaise. Juste une chaise? Oui, juste une chaise. OK. Et là, ça l'a dégénéré en poursuite policière, 2 corps policiers, les armes au poing, arrêté tout le monde. Bon, ils n'ont pas arrêté personne, ils ont fouillé tout le monde pour un événement ultra banal, mais qui aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus... Mais pourquoi ils ont volé une chaise? Bon. Cette partie-là, je comprends pas. Bon, là, justement, en contexte, là. C'est ça, on parle ici du Vieux-Munich, là, une brasserie bavaroise. C'est un peu dans la mode de l'époque. Là, on sort de l'Expo 67, qui est devenue par la suite la Terre des Hommes, et les brasseries bavaroises étaient très, très, très populaires à Terre des Hommes parce qu'on venait de découvrir avec l'Expo 67 ce qu'il y avait dans les autres pays, dont les brasseries... Autre chose que de la Labatt et de la Molson. Exactement. Ouais. Ce qui était et de la hockey. On pourrait toutes les nommer. Oui, c'est ça. Alors, c'était la bonne bière allemande et tout ça. Alors, on avait décidé... L'édifice en question, c'est un énorme édifice qui était situé à Saint-Denis et René Lévesque, et ça avait été transformé en brasserie. Et à ce moment-là, il y avait à l'intérieur, comme dans toutes les brasseries, là, des bocs de bière. Là, et souvent, les gens partaient avec ça comme souvenir. Il y a eu des restaurants très célèbres à Montréal, là, dans l'est de Montréal, qui s'appelait le Kon-Tiki, où, quand on servait un cocktail, c'était un cocktail de fantaisie, c'était dans j'en ai un chez moi, dans un verre de cocktail brun avec un totem. Là. Mais à ce moment-là, les gens gardaient ça en souvenir. Chez le Kon-Tiki, ça faisait partie du marketing et des dépenses courantes. Mais quand on parle d'un boc de bière en gros verre, là, trempé, là, presque incassable, là, c'est des pièces qui coûtent assez cher. Mais les gens portaient ça en souvenir. Alors, j'imagine qu'il devait y avoir pas des gardiens, mais en tout cas, les gens à l'intérieur surveillaient pour pas que ces verres-là soient volés. Mais ils ne surveillaient pas les chaises. Bien là, pas jusqu'au point des chaises. Mais là, c'est sûr que l'histoire de départ, on ne la connaît pas, on ne la connaîtra jamais. Y a-tu un individu qui a voulu sortir avec un boc, on l'a identifié, on l'a enlevé, puis qu'à la fin, il a décidé de prendre une chaise. Toujours est-il qu'en regardant les photos, on comprend qu'ils sont partis du Beer Garden, tout le monde dans un gros véhicule, un gros Cadillac, et là, ils ont volé une chaise. Ils ne pouvaient pas la rentrer avec les autres personnes. Elle a été mise dans une autotaxi. Tu me dis qu'il y avait plusieurs vols de bocs de bière et que c'était récurrent au Vieux-Munich. On s'entend que c'est le propriétaire à la base là, qui a appelé, puis il devait être tanné, lui, de se faire voler. Puis là, peut-être qu'il s'est dit, wow, là, c'est assez une chaise, c'est trop. C'est la goutte qui a fait déborder le vase. C'est pour ça qu'il a décidé d'appeler la police. Oui, et j'imagine qu'en appelant la police pour mettre fin à ces vols-là, il n'a pas dû dire, je me suis fait voler une chaise, parce que j'imagine à ce moment-là, les policiers auraient dit, parfait, on va y aller demain, on va aller prendre votre rapport. Il a dû dire, il y a un vol, ils ont volé quelque chose d'important. C'était pas son avantage. Là. Peut-être qu'il a dû être interrogé le lendemain par les policiers pour essayer d'éclaircir tout ça et trouver le coupable qui a fait, parce que ça implique des coups, là, une poursuite comme ça, 2 corps policiers, et les policiers doivent rendre des comptes aux autres aussi, à leurs supérieurs. Là. C'est quoi cet événement-là? Ça se peut-tu aussi qu'il y a eu un manquement au niveau du répartiteur 911? Tu sais, qu'ils ont su l'appel. Comment qu'eux, ils ont présenté ça sur les ondes? On dirait qu'il manque une info quelque part. Oui, mais c'est peut-être pas le répartiteur. Si ça était une chaise, il aurait dit, allez-y, il y a eu un vol de chaise. S'il n'a pas mentionné chaise, c'est qu'au départ, le plaignant, la personne qui appelle, on va dire le gérant, c'est certainement pas un serveur ou une serveuse, le gérant qui a appelé pour dire qu'il y a eu un vol, a volontairement caché que c'était une chaise.
Je comprends. Mais moi, être répartiteur, on dirait que j'aurais posé des questions plus poussées de savoir qu'est-ce qui a été volé. Les normes ont les normes évolué. ont changé. Aujourd'hui, Ouais. ce qu'on appelle les cartes d'appel, là, c'est-à-dire la fiche, quand vous appelez au 911, urgence, tel numéro d'urgence, c'est-tu une personne, un individu, c'est juste un bien matériel? Est-ce que les gens sont blessés? Est-ce qu'ils sont conscients? Il y a toute une série de questions qui sont posées à l'appelant, à la personne qui téléphone, pendant que les policiers sont déjà en route. Là. C'est sûr que on n'attend pas d'avoir le descriptif total pour envoyer les policiers quand c'est grave. Non. Mais les appels sont peut-être plus filtrés aujourd'hui. Oui. J'imagine qu'à ce moment-là, et la personne a. Bien, je sais, il faudrait vérifier. Si la personne aujourd'hui décrit la même chose sans dire que c'est une chaise, il est possible. En tout cas, toujours est-il que ça a ameuté les photographes, en tout cas moi. Il faut dire que ça a ameuté les policiers qui ont fait une poursuite et moi qui ai suivi ensuite pour faire la photo de la chaise qui était le trophée du vol. C'était quoi le ressenti sur place? Autant toi ou les policiers, quand vous avez vu que c'était... Mais voyons donc, c'est juste une chaise qu'il y a sur la banquette. Qu'est-ce qui se passe après? Bien, premièrement, je me mets dans la peau des policiers. Le stress a dû tomber énormément. Parce que pour un policier, même sortir son arme, c'est qu'il y a un risque là, il y a un danger imminent, là. Alors ça, tout le monde... Et dans le véhicule, il y a 6 personnes. C'est qui ces 6 personnes-là? Ils ont-tu des armes? Ils vont-tu faire... tu sais, alors, on a appelé beaucoup de policiers. Il y avait beaucoup de policiers autour pour sécuriser l'endroit, mais ça aurait pu être quelque chose qui aurait pu mal tourner, là. Ça se peut-tu encore aujourd'hui des poursuites comme ça pour un vol quelconque? Ou, il me semble comment tu me décris ça? Plusieurs chars de police, 2 corps de police différents, sur des carrés. Je présume que la poursuite ne faisait pas non plus à 30 km/h. Ça existe-tu ça encore aujourd'hui, des poursuites comme ça pour un vol? Aujourd'hui, ça a été normalisé, tout ça, là. Parce qu'à un certain niveau de vitesse, ça peut devenir dangereux et pour les policiers et pour les fuyards, qui arrive un accident qui provoque des dommages plus importants. Si on poursuit quelqu'un pour un vol puis que ça finit avec 3 morts parce que les autos ont eu des carambolages, ça verra à l'envers, il y a des normes aujourd'hui qui apprennent certaines vitesses. Si la poursuite devient dangereuse pour les autres citoyens, parce qu'il y a d'autres mondes, ils ne sont pas tout seuls sur la route, on va interrompre la poursuite. Et les outils technologiques font que la plaque automobile, les caméras de surveillance sur les autoroutes, les caméras de surveillance dans le commerce, on va retracer l'individu parce qu'on va faire à l'envers. C'est-à-dire que si l'auto est identifiée, on va regarder les caméras de surveillance, les caméras de circulation en reculant jusqu'au point de départ de l'infraction. Et à ce moment-là, on va pouvoir identifier la personne. En ce qui concerne les armes, aujourd'hui, c'est plus rare qu'un policier de lui-même va décider de dégainer, encore moins avec ses 5-6 collègues sur un événement, là. À moins que, tu sais, on parle d'une prise d'otage ou des choses comme ça. Même là, il y a des escouades spécialisées. Tout le monde connaît le mot SWAT, là. Il y a des escouades spécialisées dans ce genre de procédure-là, bien armées, bien protégées eux-mêmes. La formation a été beaucoup améliorée pour la sécurité des policiers aujourd'hui. Tu m'as dit qu'une fois sur place, le stress a sûrement tombé pour les policiers, mais j'essaie de voir, toi, de ton côté, ça t'a-tu fait prendre, je sais pas, une certaine prise de conscience, parce que veux pas, toi aussi, il y a un risque encouru, là. Tu fais partie d'une poursuite sur des carrés, puis tu te rends compte, c'est juste une chaise. Ça t'a-tu fait prendre une prise de conscience quelconque par rapport à ton métier de photoreporter patrouilleur? À l'époque, non, parce que j'avais la même insouciance que les policiers. On en faisait partie de l'événement. Je pensais même pas que, ouais, c'est vrai, je peux glisser. On parle, je pense, d'une journée assez froide, là, si on regarde l'habillement des gens. Là. Il peut y avoir une plaque de glace. On pense pas à ça, on pense à la photo. Alors, si on parle qu'à l'époque, les photographes pigistes, là, le salaire était à partir des photos publiées. Si on en publie une de cet événement-là, ça me donne 6 $ pour aller risquer, oui, effectivement, risquer ma vie, risquer la vie de d'autres personnes en roulant à des vitesses hors normes. Tu disais que les méthodes de travail ont changé aujourd'hui. Autant, on parlait, mettons, des répartiteurs du 911 avec les cartes d'appel, autant les policiers, il y a des protocoles à respecter pour ce qui est de quand on dégaine une arme ou non. Pour ce qui est des photoreporters, est-ce que une nouvelle aujourd'hui, est-ce que ça serait traité de la même façon? Est-ce que c'est encore la façon de travailler, en fait? Il y a encore des gens qui écoutent les fréquences de police. Souvent, il va y avoir des médias un peu importants qui vont avoir ce qu'on appelle des salles d'écoute. C'est-à-dire que l'écoute des ondes de police se fait à l'intérieur du média par un individu qui va être un technicien là, qui écoute toutes les fréquences et qui, lui, après ça, va téléphoner à chacun des photographes pour couvrir l'événement. Là. Ça a été beaucoup modifié. Dans le domaine, on pourra prendre un exemple, dans le domaine des incendies, c'est très, très populaire sur le web. Des gens qui vont couvrir des photos d'incendie. Pourquoi? Parce qu'un incendie, ça ne dure pas 3 secondes puis l'événement est fini.
le feu, si le feu prend de l'ampleur, on a le temps de s'installer, on a le temps de prendre des images. Il y a bien des gens qui vont faire des photos avec des drones aujourd'hui. On va couvrir la scène du haut des airs. Et toutes ces images-là peuvent même être intéressantes pour la suite de l'événement, c'est-à-dire si les événements s'en vont en cours, s'il y a des poursuites, les assurances. Alors, c'est une autre approche d'événements. Dans le domaine policier, il y en a aussi, là, mais c'est vraiment des spécialistes là, qui font ça. Il y en a moins qu'avant. Fait qu'une grosse poursuite policière, tout ça pour une photo de chaise, un vol totalement anodin. Quand même une histoire bien intéressante. On peut aller voir sur les réseaux sociaux. Il y a d'autres photos reliées à cet événement-là. Oui, effectivement, on peut aller voir ce qu'avaient l'air les gens là, qui ont été identifiés comme étant des fuyards, là, des brigands. C'est des monsieur, madame, tout le monde. C'est sûr qu'avec le recul de la tenue vestimentaire des années 70, là, on pourrait dire qu'il y a des gens qui sont un peu du monde interlope. Ça n'a rien à voir, c'est juste que la mode était à ce moment-là comme ça. Je pense qu'il serait intéressant aussi de voir c'est le véhicule que tu avais à cette époque-là, parce que là, tu parles de gyrophare sur le toit et tout ça, je pense que ça serait intéressant à voir aussi comme photo. Là. Quand vous allez consulter les photos du Vieux-Munich, il y en a certaines là, qui montrent l'équipement que j'avais à l'époque, mon véhicule de patrouille dans différentes situations. Là. Vous allez en avoir un peu plus que juste une photo de chaise. Bon, ben merci beaucoup. À la prochaine. Bien intéressant comme histoire. N'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux pour avoir accès à du contenu exclusif et à d'autres images reliées à cet événement. Autour d'une photo, l'histoire devant l'image.